Elle servait des boissons à la réception de mariage. Quand le milliardaire a vu le pendentif de sa fille perdu suspendu à son collier, les larmes lui sont montées aux yeux. Les cristaux du lustre projetaient des éclats dorés sur le marbre blanc du salon d'émeraude. Clara Martin slalomait entre les tables, avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait ce genre d'endroit par cœur. Pas comme invitée, évidemment, mais comme celle qui faisait tourner la boutique pendant que les riches trinquaient à leur vie parfaite. Elle portait son uniforme impeccable, chemisier blanc, gilet noir, jupe droite qui arrivait juste au-dessus du genou. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon serré, comme l'exigeait le règlement. À 24 ans, Clara avait ce genre de beauté discrète qu'on remarquait seulement quand elle vous servait votre coupe de champagne, et que ses yeux marrons croisaient les vôtres une demi-seconde, avant de se détourner poliment. Le pendentif en argent se balançait doucement contre sa clavicule à chaque mouvement. Un demi-cœur. Elle ne l'enlevait jamais. C'était tout ce qu'elle avait. « Mademoiselle, encore du champagne, s'il vous plaît », lança une femme en robe Chanel, sa 3e coupe déjà bien entamée. Clara sourit, ce sourire professionnel qu'elle maîtrisait à la perfection, et se dirigea vers le bar. Ce mariage était typique de ce que le salon d'émeraude proposait. Faste, élégance, et une facture qui dépassait le salaire annuel de Clara. Mais bon, c'était samedi soir, et chaque samedi soir lui rapportait de quoi payer son loyer de mardi, le reste de la semaine. Elle enchaînait, ménage de nuit dans des bureaux à la Défense le lundi et mercredi, vente ambulante de bijoux fantaisie au marché de Belleville le dimanche matin. Son appartement à Montreuil n'était pas grand-chose. 22 mètres carrés au 4e étage, sans ascenseur, avec une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure et les poubelles. Mais c'était à elle, enfin, techniquement au propriétaire. Mais elle payait son loyer rubis sur l'ongle chaque mois. Personne ne pourrait lui enlever ça. Personne ne pourrait la renvoyer comme cette famille, quand elle avait 9 ans. Clara secoua la tête pour chasser ses pensées. Pas le moment. Elle attrapa une nouvelle bouteille de Moët en chandon, remplit 3 coupes sur son plateau, et retourna dans la salle principale où l'orchestre entamait une valse viennoise. C'est là qu'elle le remarqua pour la première fois. Un homme, la cinquantaine bien tassée, assis seul à une table près de la baie vitrée, costume sur mesure qui devait coûter plus que sa voiture. Enfin, si elle avait eu une voiture, cheveux grisonnants impeccablement coiffés, mais ce qui frappait, c'était son regard, vide, comme s'il assistait à des funérailles plutôt qu'à un mariage. Il fixait son verre de whisky, comme s'il contenait toutes les réponses de l'univers. Ou toutes les questions auxquelles il ne voulait pas répondre, Clara continua son service. Encore du champagne par-ci, un sourire poli par-là, un « félicitations aux mariés », mécanique mais sincère. Ses pieds la tuaient dans ses chaussures réglementaires à talons, plus que 2 heures, et elle pourrait enfin rentrer chez elle, enlever cet uniforme, et s'écrouler sur son canapé qui était aussi son lit quand elle le dépliait. Demain, marché de Belleville à 6 heures du matin, lundi, ménage de nuit, mardi, retour au salon d'émeraude pour un autre événement, la routine, sa routine, celle qu'elle s'était construite toute seule, sans l'aide de personne. L'orphelinat Sainte-Marie semblait appartenir à une autre vie maintenant. La fille 47, il l'appelait là-bas. Pas de vrai nom pendant les premières années, juste un numéro. Clara Martin, c'était la directrice qu'il avait choisie quand elle avait 5 ans. En cherchant dans un livre de prénoms français classiques, elle toucha machinalement son pendentif, son seul lien avec quoi exactement. Elle ne savait même pas, on le lui avait donné quand elle était arrivée à l'orphelinat, 3 ans, paraît-il. Une nuit d'octobre 2004, sous la pluie battante, quelqu'un l'avait abandonnée devant la porte, enveloppée dans un manteau d'enfant, ce pendentif cousu dans la doublure, un demi-cœur en argent, comme si l'autre moitié existait quelque part. « Mademoiselle », Clara sursauta. L'homme au regard vide se tenait devant elle. De près, il semblait encore plus dévasté, comme quelqu'un qui aurait traversé l'enfer et en serait revenu avec des cicatrices que personne ne pouvait voir. « Oui, monsieur. Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle avec son sourire professionnel. Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux, d'un bleu intense troublant, étaient fixés sur quelque chose. Clara suivit son regard et réalisa avec un malaise grandissant qu'il fixait son cou, son pendentif. « Monsieur, vous allez bien ?» Sa main tremblait. Non, pas juste sa main. Tout son corps tremblait, comme une feuille dans la tempête. Son visage avait perdu toute couleur. Ce pendentif.
Sa voix était étranglée, à peine audible par-dessus la musique. « Où l'avez-vous eu » Clara recula instinctivement d'un pas, sa main touchant le demi-cœur dans un geste protecteur qu'elle faisait depuis l'enfance, chaque fois que quelqu'un remarquait le bijou. « C'est personnel, monsieur. S'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans sa voix maintenant, quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désespoir. « S'il vous plaît, répondez-moi. Où avez-vous trouvé ce pendentif ?» Les autres invités commençaient à les regarder. Clara sentit ses joues chauffer. C'était quoi ce délire ? « Monsieur, je pense que vous avez trop bu. Peut-être que... » Non. Il attrapa son propre verre de whisky, mais ses mains tremblaient tellement qu'il le lâcha. Le verre explosa sur le marbre dans un fracas qui fit taire l'orchestre. Le silence tomba sur le salon d'émeraude comme une chape de plomb, et puis Clara vit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Des larmes. Cet homme, ce monsieur en costume à 3000 €, avec sa montre Patek Philippe et ses boutons de manchette en or, pleurait. Pas juste quelques larmes discrètes. Non, il sanglotait, là, au milieu du salon, entouré de cristal brisé et de regards horrifiés. « Ce pendentif, répéta-t-il entre deux sanglots. Je l'ai fait fabriquer il y a 24 ans, pour ma fille, ma petite Isabelle. » Le monde de Clara bascula. J'étais avec elle quand elle est née. J'ai commandé 2 pendentifs identiques, 2 moitiés d'un même cœur, un pour elle, un pour moi, 2 moitiés qui... Sa voix se brisa complètement, qui devaient rester ensemble pour toujours. Clara ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus respirer. Elle a disparu quand elle avait 3 ans. Pendant nos vacances à Cannes, on ne l'a jamais retrouvée. Il leva ses yeux rougis vers elle. « Ce pendentif, vous l'avez d'où ? Je vous en supplie. Dites-le-moi. » La salle entière attendait sa réponse. Mais Clara n'entendait plus rien, juste les battements de son propre cœur, assourdissants. Sa voix ne voulait pas sortir. Il était avec moi, quand on m'a abandonnée à l'orphelinat Sainte-Marie. J'avais 3 ans. C'était en octobre 2004. Elle vit l'homme chanceler, comme si elle venait de le frapper. « Octobre 2004, murmura-t-il. Isabelle a disparu en septembre 2004. Le silence était maintenant insoutenable. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il dans un souffle. « Clara Martin. Mais ce n'est pas mon vrai nom. Je ne sais pas quel est mon vrai nom. » Quelque chose se brisa dans le regard de l'homme, quelque chose qui ressemblait terriblement à de l'espoir, ce genre d'espoir dangereux, celui qui fait plus mal qu'autre chose quand il s'effondre. « Mon nom est Laurent Dufresne, » dit-il lentement. « Et ma fille, ma petite Isabelle. Elle s'appelait Isabelle Dufresne. » Clara n'avait pas dormi de la nuit. Assise sur son canapé-lit défait, elle fixait le plafond fissuré de son appartement pendant que l'aube grisâtre se glissait timidement par la fenêtre. Le pendentif reposait dans sa paume ouverte, ce demi-cœur qu'elle portait depuis toujours, son unique certitude dans un océan d'incertitude. Laurent Dufresne lui avait laissé sa carte avant qu'elle ne quitte le salon d'émeraude la veille, une carte épaisse, gravée en relief, Dufresne Immobilier, président-directeur général, avec un numéro de portable griffonné au dos d'une main tremblante. « S'il vous plaît, » avait-il murmuré, « appelez-moi, je vous en supplie. » Elle avait passé la moitié de la nuit à chercher son nom sur Internet. Laurent Dufresne, milliardaire de l'immobilier, des centaines d'articles, et puis, enfoui dans les archives de 2004, elle avait trouvé les gros titres. Disparition d'Isabelle Dufresne, 3 ans, à Cannes. La famille Dufresne offre 5 millions d'euros de récompense. Toujours aucune trace de la petite Isabelle. Les photos montraient un homme différent. Plus jeune, évidemment, mais surtout, vivant. Pas ce cadavre ambulant qu'elle avait vu hier soir. À côté de lui, une femme magnifique aux yeux tristes tenait une photo de leur fille, une petite blonde aux boucles dorées et aux yeux bleus. Clara s'était regardée dans le miroir de sa salle de bain minuscule à 4 heures du matin. Cheveux châtains, yeux marrons. Rien qui ressemblait à cette fillette des photos. C'était impossible. Ça devait l'être. Et pourtant, son téléphone vibra sur la table basse. Un numéro inconnu. Elle décrocha, le cœur battant. « Clara, c'est Laurent Dufresne. Pardon, je sais qu'il est tôt. Je n'ai pas dormi, Est-ce qu'on pourrait se voir, s'il vous plaît ?» 2 heures plus tard, elle était assise dans un café discret du Marais, une tasse de café noir devant elle qu'elle ne touchait pas.
Laurent arriva avec 10 minutes d'avance. L'air encore plus ravagé qu'hier, costume froissé, chemise ouverte au col, cernes violacées. « Merci d'être venu », dit-il en s'asseyant. Sa voix tremblait. Je ne sais même pas par où commencer. Le commencement peut-être, suggéra Clara doucement. Alors il raconta. Septembre 2004, vacances familiales à Cannes. Le Carlton, suite avec vue sur la mer. Isabelle avait 3 ans, presque 4. Une petite fille pétillante qui adorait les châteaux de sable et les glaces à la vanille. Laurent et sa femme Hélène étaient descendus dîner au restaurant du rez-de-chaussée, confiant Isabelle à leur nounou, Stéphanie Renaud, qu'ils avaient embauchée 3 mois plus tôt. 3 mois, répéta Laurent, les yeux dans le vague. On la connaissait depuis 3 mois seulement, mais elle avait d'excellentes références. Elle était gentille, attentionnée. Isabelle l'adorait. Quand ils étaient remontés à 22h, la suite était vide. Stéphanie avait disparu. Isabelle aussi, sur le lit. Ils avaient trouvé le manteau rose préféré d'Isabelle. Rien d'autre. La police l'a retrouvé le lendemain sur la plage. Le manteau, abandonné sur le sable. Laurent s'essuya les yeux du revers de la main. Ils ont fouillé partout. Dragage en mer. Battu. Appel à témoins. J'ai offert 5 millions d'euros. 5 millions. Mais rien. Personne n'a jamais rien vu. Stéphanie s'était volatilisée. Et ma fille, il ne put finir sa phrase. Votre femme ? Demanda Clara après un long silence. Hélène a tenu 5 ans. 5 ans de psychologue, d'antidépresseur, de nuits blanches à pleurer le nom d'Isabelle, et puis un matin de janvier 2009, je l'ai trouvée dans la baignoire. Elle avait avalé tous ses médicaments. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Elle n'en pouvait plus. Elle disait que c'était sa faute, qu'elle aurait dû rester avec Isabelle ce soir-là, qu'elle n'aurait jamais dû faire confiance à une étrangère. Clara sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas sa faute. Bien sûr que non. Mais essayer de convaincre quelqu'un qui a perdu son enfant que ce n'est pas sa faute. Laurent la regarda enfin dans les yeux. J'ai passé les 16 dernières années à essayer de me convaincre moi-même. Sans succès. Il sortit une photo de son portefeuille. Isabelle, peut-être 2 ans, assise sur les genoux de sa mère. Rire aux éclats, bonheur pur. Je me suis transformée en monstre après la mort d'Hélène, continua Laurent. J'ai construit un empire immobilier sur la rage et la culpabilité. Dufresne Immobilier, c'était ma façon de remplir le vide. Acheter, vendre, construire, détruire, tout pour ne pas penser, tout pour ne pas ressentir. Il marqua une pause, commanda un café qu'il ne but pas non plus. Et hier soir, je vois ce pendentif autour de votre cou, et... Il secoua la tête, incrédule. C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds, ce pendentif. Je l'avais dessiné moi-même, fait fabriquer par un bijoutier de la place Vendôme, argent pur, gravé à la main. Il n'en existe que 2 au monde, 2 moitiés d'un même cœur. Clara toucha le pendentif machinalement. L'autre moitié, dans mon coffre-fort à la maison, je ne l'ai jamais sorti depuis 2004. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Le silence retomba, lourd de possibilités terrifiantes et magnifiques à la fois. « Racontez-moi votre histoire maintenant », demanda Laurent doucement. « S'il vous plaît. » Clara prit une grande inspiration. « Je ne me souviens de rien avant l'orphelinat, rien du tout. C'est le trou noir complet. Les sœurs de Sainte-Marie m'ont dit que quelqu'un m'avait laissé devant la porte dans la nuit du 15 octobre 2004. Il pleuvait des cordes. J'étais enroulée dans un manteau d'enfant, rose, apparemment. Et le pendentif était cousu dans la doublure. Aucune note, aucun nom. Rien. Octobre 2004, murmura Laurent, 1 mois après. Ils m'ont appelée Fille 47 pendant 2 ans avant de me donner un vrai nom. Clara Martin, choisie au hasard dans un livre, elle but une gorgée de café froid. À 7 ans, une famille m'a adoptée. Les Dubois. Ils avaient l'air gentils au début, mais au bout de 18 mois, ils m'ont ramenée. Problème d'adaptation. Ils ont dit, en gros, j'étais trop difficile, trop renfermée, trop abîmée. Laurent ferma les yeux, la douleur sur son visage parfaitement lisible. Après ça, j'ai compris qu'il ne fallait compter sur personne. J'ai fait mes bagages intérieurs, si vous voulez. Maison d'accueil temporaire jusqu'à mes 18 ans, puis dehors, système français. Vous connaissez ? À 18 ans, tu es adulte, débrouille-toi. Elle haussa les épaules. Alors je me suis débrouillée. 3 boulots, un appart minable,
Mais c'est à moi. Vous êtes extraordinaire, dit Laurent avec une admiration sincère. Non, je suis une survivante. C'est différent. Ils restèrent assis là un long moment, deux étrangers reliés par un demi-cœur en argent et 21 ans de mystère. Il faut faire un test ADN, finit par dire Laurent. C'est la seule façon de savoir. Clara sentit la panique monter. Et si ce n'est pas moi? Et si c'est juste une coïncidence? Alors on le saura. Mais Clara, il tendit la main à travers la table, s'arrêtant juste avant de toucher la sienne. J'ai besoin de savoir, même si ça me tue. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à ma fille. Et si c'est moi? Sa voix n'était qu'un murmure. Alors quoi? Alors j'aurais retrouvé ce que j'ai perdu il y a 21 ans. Clara accepta finalement. Ils prirent rendez-vous le lendemain dans un laboratoire privé, prise de sang, tampons buccaux, paperasse, résultat dans 10 jours, 10 jours qui s'étirèrent comme 10 années. Clara continua à travailler, ménage de nuit, service au salon, marché du dimanche. Laurent l'appelait chaque soir, juste pour prendre des nouvelles, rien de lourd. Juste, comment s'est passée votre journée? Comme s'ils avaient besoin de s'habituer l'un à l'autre avant que le verdict ne tombe. Le 8e jour, il lui demanda « De quoi avez-vous le plus peur ?» Clara réfléchit longtemps avant de répondre. « Que ce soit vrai, et que je ne sache pas comment être votre fille. »« Moi, » dit Laurent, « j'ai peur que ce soit vrai, et de vous décevoir encore une fois. » Le 10e jour arriva enfin. Le laboratoire sentait l'antiseptique et l'angoisse. Clara était arrivée 20 minutes en avance. Incapable de rester une seconde de plus dans son appartement, Laurent l'attendait déjà dans le hall, debout près de la fenêtre, fixant la rue sans vraiment la voir. Quand elle poussa la porte, il se retourna immédiatement. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé. Qu'aurait-il pu dire de toute façon? Le docteur Mercier les fit entrer dans son bureau, une pièce impersonnelle avec des diplômes encadrés au mur et une plante verte qui avait connu des jours meilleurs. Il portait une blouse blanche et des lunettes rondes, qui lui donnaient un air de chouette bienveillante. « Monsieur Dufresne, Mademoiselle Martin, asseyez-vous s'il vous plaît. » Clara sentit ses jambes flageoler. Elle s'assit, les mains crispées sur son sac. Laurent prit la chaise à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher et de discret. Le docteur Mercier ouvrit une chemise cartonnée devant lui. Clara fixa cette chemise, comme si elle contenait la réponse à l'énigme de l'univers. Ce qui, d'une certaine façon, était le cas, les résultats sont formels, commença le médecin d'une voix douce. Le test de paternité montre une probabilité de 99,97% que M. Dufresne soit le père biologique de Mademoiselle Martin. Le silence qui suivit était assourdissant. Clara entendit Laurent étouffer quelque chose entre un sanglot et un rire incrédule. Elle-même ne ressentait rien, ou plutôt, elle ressentait tout à la fois, un tsunami d'émotions si violent qu'elle restait figée, incapable de respirer. Ce qui signifie, continua le docteur Mercier, conscient du poids de ses mots, que vous êtes bien père et fille. Il n'y a aucun doute possible. Mon Dieu, murmura Laurent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis il pleura. Pas ces larmes contenues qu'on essaie de cacher derrière sa main. Non, des sanglots qui venaient du plus profond de son être. 21 ans de douleur qui explosaient enfin. Clara le regarda s'effondrer, et quelque chose se brisa en elle aussi. Les larmes coulèrent, sans qu'elle puisse les arrêter. Toutes ces années à se demander qui elle était, d'où elle venait, pourquoi on l'avait abandonnée. Et voilà la réponse. Noir sur blanc, dans une chemise cartonnée beige, elle n'avait pas été abandonnée. Elle avait été volée. Laurent tendit une main tremblante vers elle, hésitant, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la touchait. « Clara, Isabelle, Elle ne réfléchit pas. Elle se jeta dans ses bras et ils s'effondrèrent ensemble, enlacés, pleurant 21 ans de vie volée, de Noël manqué, d'anniversaire jamais célébré, de « je t'aime » jamais prononcé. « Pardonne-moi », répétait Laurent encore et encore, son visage enfoui dans ses cheveux. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégée. Pardonne-moi. » Clara ne savait même pas ce qu'elle ressentait. Joie, rage, soulagement, terreur, tout ça en même temps. Probablement, elle avait un père, elle avait toujours eu un père qui l'avait cherché pendant 21 ans. Le docteur Mercier quitta discrètement son bureau pour leur laisser un peu d'intimité. Ils restèrent comme ça longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes à verser. Finalement,
Laurent recula doucement, tenant le visage de Clara entre ses mains comme si elle était faite de cristal. « Regarde-moi, s'il te plaît, regarde-moi. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu as les yeux de ta mère, » murmura-t-il avec un sourire tremblant. Je n'avais pas compris au début parce que sur les vieilles photos, Isabelle était blonde comme moi, mais Hélène avait des cheveux châtains, et ses yeux marrons, ce sont ceux d'Hélène. Mon Dieu, tu es le portrait de ta mère. Clara toucha son propre visage, comme si elle pouvait y sentir la présence de cette femme qu'elle n'avait jamais connue. Elle, ma mère, elle est partie. Elle est partie il y a 16 ans. La douleur dans la voix de Laurent était encore vive. La disparition, elle n'a pas supporté. Elle s'est laissée mourir petit à petit. Et puis un jour, elle a décidé d'en finir. À cause de moi, souffla Clara. Non, Laurent la secoua doucement. Non, non, non. À cause de celui qui t'a prise. À cause de cette. Il s'arrêta, la rage traversant son visage. Mais pas à cause de toi. Jamais à cause de toi. Ils quittèrent le laboratoire 2 heures plus tard. Encore sonné, Laurent proposa de déjeuner quelque part. Mais Clara avait besoin de temps, de respirer, d'assimiler. « Je comprends », dit-il immédiatement. « Mais est-ce que je peux te montrer quelque chose avant ? Juste une chose, s'il te plaît ?» Elle accepta, et ils prirent sa voiture. Une Mercedes noire qui coûtait probablement plus que tout ce que Clara possédait. Ils roulèrent en silence à travers Paris jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Laurent la guida à travers les allées jusqu'à une tombe simple mais magnifique. Marbre blanc, rose fraîche dans un vase. Hélène Dufresne, 1972-2009. Lisait la pierre tombale. Mère aimante et épouse dévouée. Je viens tous les dimanches, expliqua Laurent doucement. Je lui raconte ma semaine. C'est stupide, je sais, mais ce n'est pas stupide, murmura Clara. Elle s'agenouilla devant la tombe, touchant le marbre froid. Maman, dit-elle pour la première fois de sa vie. Le mot était étrange dans sa bouche, mais aussi étonnamment naturel. Je suis là. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps. Laurent s'agenouilla à côté d'elle. Hélène, ma chérie, tu avais raison. Tu as toujours dit qu'elle était vivante quelque part, que tu le sentais, et tu avais raison. Notre petite fille est revenue. Ils restèrent là longtemps, tous les deux à genoux dans l'herbe fraîche, parlant à une femme qui ne pouvait plus entendre, mais qui, d'une certaine façon, était présente quand même. Les 48 heures qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Clara. Laurent l'emmena chez lui, une maison massive à Neuilly-sur-Seine qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Tout y était parfait, impeccable et complètement vide d'humanité. Il lui montra une pièce au premier étage, la chambre d'Isabelle, intacte depuis 2004, murs rose pastel, peluche alignée sur l'étagère, petits vêtements encore suspendus dans le placard. « Je n'ai rien touché », expliqua Laurent, la voix brisée. « Je ne pouvais pas. C'était tout ce qu'il me restait d'elle. » Clara regarda les jouets, les livres d'images, le petit lit à baldaquin, une enfance figée dans le temps, son enfance, celle qu'on lui avait volée. Ils passèrent des heures à regarder des albums photos, Hélène enceinte, rayonnante, Isabelle nouveau-née, minuscule dans les bras de Laurent, premier pas, premier anniversaire, vacances à la mer, Noël en famille, une vie entière qu'elle aurait dû vivre. « Tu riais tout le temps », raconta Laurent avec un sourire nostalgique. « Tu adorais les chansons, Hélène te chantait au clair de la lune, tous les soirs avant de dormir, et tu raffolais des fraises. On ne pouvait pas faire les courses sans que tu réclames des fraises. » Clara écoutait, essayant désespérément de se souvenir de quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien, juste ce mur noir dans son esprit. « C'est normal de ne pas se souvenir », la rassura Laurent quand elle exprima sa frustration. « Tu étais si petite. » Et le traumatisme. Le cerveau efface parfois ce qui fait trop mal. Le soir, ils commandèrent des pizzas. Laurent admit avec un rire gêné qu'ils ne savaient pas vraiment cuisiner. Et les mangèrent assis par terre dans le salon immense, entourés d'albums photos et de vidéos familiales. Sur l'écran de télévision, Isabelle à 2 ans courait dans un jardin, poursuivie par un Laurent beaucoup plus jeune qui riait aux éclats. Hélène filmait, sa voix joyeuse commentant la scène. « Attention mon cœur, papa va t'attraper ». Clara regarda cette petite fille insouciante et heureuse et sentit quelque chose se déchirer dans sa poitrine. Cet enfant, c'était elle, et cette vie parfaite aurait dû être la sienne.
« Je suis tellement désolée », murmura Laurent pour la 100e fois. Tellement désolée de ne pas avoir été là. Clara posa sa tête sur son épaule. « Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû te protéger. Tu n'as pas arrêté de me chercher pendant 21 ans. » Elle leva les yeux vers lui. Combien de pères auraient fait ça? Ils s'endormirent tous les deux sur le canapé du salon, épuisés émotionnellement, entourés des fantômes d'une vie qui aurait pu être, pendant 48 heures, ils vécurent dans une bulle. Le monde extérieur n'existait pas. Il n'y avait que Laurent et Clara, ou plutôt Laurent et Isabelle, rattrapant 21 ans en quelques jours intenses. Mais les bulles finissent toujours par éclater. Le 3e jour après les résultats, Laurent reçut un appel des investigateurs qu'il avait engagés dès le début. Clara était dans la cuisine, essayant de préparer du café avec la machine italienne hors de prix qui ressemblait plus à un vaisseau spatial qu'à une cafetière, quand elle entendit la voix de Laurent changer dans le salon. « Quoi? Vous êtes sûr ?» Elle abandonna la machine et se précipita vers lui. Laurent était debout près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille, le visage devenu gris cendre. « Envoyez-moi tout. Immédiatement. » Il raccrocha d'une main tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clara, la peur lui nouant l'estomac. Laurent se retourna lentement vers elle dans ses yeux. Quelque chose d'ancien et de terrible venait de se réveiller. Ils ont retrouvé Stéphanie Renaud. Le nom ne signifiait rien pour Clara pendant une fraction de seconde. Puis elle se souvint, la nounou, celle qui était censée surveiller Isabelle ce soir-là à Cannes, ou Bordeaux. Elle vit là-bas depuis 21 ans sous une fausse identité. Céline Moreau. Elle travaille comme femme de ménage dans un hôtel. La voix de Laurent était glaciale, chaque mot prononcé avec une précision chirurgicale. Les investigateurs ont des preuves, des transferts bancaires, des messages récupérés, des témoignages. Il se laissa tomber sur le canapé, la tête entre les mains. Clara s'assit à côté de lui, n'osant pas le toucher. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé exactement? Laurent releva la tête. Ses yeux étaient rouges mais secs, comme s'il était allé au-delà des larmes. Dans un endroit où seule la rage existait encore, Stéphanie avait des dettes de jeu, 300 000 €. Elle était désespérée. Alors elle, sa voix se brisa. Elle a vendu ma fille à une filière de trafic d'enfants, 50 000 €. Elle a vendu mon bébé pour 50 000 putains d'euros. Clara sentit la bile lui monter dans la gorge. 50 000 €, le prix d'une voiture d'occasion, le prix de sa vie. Les trafiquants ont gardé quelques semaines, continua Laurent, chaque mot lui arrachant les entrailles. Mais ton enlèvement avait fait trop de bruit. Ta photo était partout. 5 millions de récompenses. Ils ont paniqué. Alors ils t'ont abandonné à l'orphelinat avec le pendentif, espérant qu'on te retrouverait et que l'affaire se calmerait. Stéphanie, elle, s'est enfuie à Bordeaux dès le lendemain de l'enlèvement. Nouvelle identité, nouvelle vie. Le silence tomba comme une pierre. Pendant 21 ans, murmura Clara. Elle a vécu tranquillement, pendant que tu cherchais, pendant que maman se suicidait, pendant que je grandissais dans des orphelinats et des familles d'accueil qui ne voulaient pas de moi. Oui, quelque chose explosa en Clara, une rage qu'elle n'avait jamais ressentie de toute sa vie. Elle se leva d'un bond, renversant la table basse dans son mouvement, la lampe s'écrasa au sol. « Cette salope !» hurla-t-elle. « Cette putain de salope! J'étais un bébé! Un bébé !» Laurent se leva et tenta de la prendre dans ses bras, mais elle le repoussa violemment. « Non, non, laisse-moi. » Elle donna un coup de poing dans le mur, sentant à peine la douleur qui explosa dans ses jointures. 21 ans. 21 ans de sa vie volée par une femme désespérée et cupide qui avait préféré vendre un enfant plutôt que d'assumer ses conneries. « Elle va payer ?» dit Laurent d'une voix si froide que Clara en eut froid dans le dos. « Je te le promets, elle va payer pour chaque jour, chaque heure, chaque minute qu'elle t'a volée. » Les investigateurs arrivèrent 2 heures plus tard, avec un dossier complet. Clara s'était calmée, ou plutôt, sa rage s'était transformée en quelque chose de plus glacial, plus contrôlé. Ils s'installèrent autour de la table de la salle à manger, pendant que les investigateurs étalèrent les preuves. Photos de surveillance, relevés bancaires, messages récupérés sur d'anciens téléphones portables. Le 18 septembre 2004, 3 jours avant l'enlèvement, Stéphanie Renaud a reçu un virement de 25 000 € sur son compte, expliqua l'investigateur principal, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant. Le second virement de 25 000 est arrivé le lendemain de la disparition. Il fit glisser une photo vers eux,
Stéphanie Renaud en 2004, jeune, jolie, le sourire innocent. Clara la regarda et sentit la nausée revenir. Nous avons également retrouvé des échanges avec un certain Karim Benzema. Rien à voir avec le footballeur, précisa l'investigateur. C'était le contact dans la filière. Les messages sont explicites. Elle lui a proposé l'enfant. Il a accepté le deal. Karim Benzema, répéta Laurent. Où est-il maintenant? En prison depuis 2011 pour d'autres affaires de trafic, mais il n'a jamais parlé du cas Dufresne. Probablement trop risqué, trop médiatisé. L'investigateur sortit d'autres documents. Nous avons aussi identifié 2 autres membres de la filière qui étaient impliqués. L'un est mort en 2015, l'autre vit au Maroc sous une fausse identité. Je veux qu'on les retrouve tous, dit Laurent. Tous. Je me fous du prix. Monsieur Dufresne, intervint doucement l'investigateur. Nous avons assez de preuves pour faire condamner Stéphanie Renaud. Séquestration, trafic de mineurs, association de malfaiteurs. Elle risque facilement 30 ans. 30 ans, cracha Clara. Elle m'en a volé 21, 30 ans. Ce n'est pas assez. Laurent posa sa main sur la sienne. Je sais, mais c'est tout ce que la loi peut nous donner. Les jours suivants furent un tourbillon bureaucratique. Avocat, procureur, dépôt de plainte. Laurent mobilisa tout son pouvoir, toutes ses relations. Il voulait que Stéphanie Renaud soit arrêtée immédiatement, jugée rapidement, condamnée sévèrement. Clara retourna à Montreuil pour la première fois depuis 1 semaine. Son appartement lui parut encore plus minuscule après les 1000 mètres carrés de Laurent, mais c'était chez elle, son refuge. Elle s'assit sur son canapé-lit et regarda le pendentif dans sa main, ce demi-cœur qui avait tout déclenché. Maintenant qu'elle connaissait la vérité, il lui semblait plus lourd, chargé d'histoire, de douleur. Son téléphone sonna. « Laurent, comment tu vas ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais plus ce que je ressens. C'est trop. Je comprends. Tu veux que je vienne ?»« Non, j'ai besoin d'être seule un peu, de réfléchir. »« D'accord. Mais Clara, Isabelle, peu importe le nom que tu préfères, tu n'es plus seule maintenant. Tu comprends ça? Tu ne seras plus jamais seule. » Elle raccrocha et pleura. Pas de rage cette fois, juste d'épuisement. 3 jours plus tard, Stéphanie Renaud fut arrêtée à Bordeaux alors qu'elle sortait de son travail. Les caméras de télévision étaient là. Laurent s'était assuré que l'affaire soit médiatisée. Il voulait que le monde entier voie le visage de la femme qui avait détruit sa famille. Clara regarda les images aux informations. Stéphanie, menottes au poignet, poussée dans une voiture de police. Elle avait vieilli, évidemment, cheveux grisonnants, rides profondes, épaules voûtées. Elle pleurait, criait quelque chose que la caméra ne captait pas. Elle dit qu'elle regrette, traduisit le journaliste, qu'elle a vécu dans le remords pendant 21 ans. Clara éteignit la télévision. Le remords. Quel joli mot, quel mot confortable pour justifier avoir vendu un enfant. Le remords ne rendrait pas son enfance à Clara. Le remords n'avait pas empêché Hélène de se suicider. Le remords ne changeait absolument rien. Laurent l'appela dans la minute qui suivit. « Tu as vu ? » ?»« Oui. » Elle dit qu'elle regrette. « Je m'en fous qu'elle regrette. Moi aussi. » Un silence. « Le procès aura lieu dans 3 mois. Tu devras témoigner. »« Je sais. Tu es prête pour ça. » Clara regarda son reflet dans le miroir accroché au mur de son appartement. Cette fille qui la fixait, était-ce Clara Martin, l'orpheline qui se débrouillait toute seule, ou Isabelle Dufresne, la petite fille volée qui avait grandi dans l'ombre? Les deux, peut-être. « Je serai prête, » dit-elle finalement. « Je veux la regarder dans les yeux et lui dire exactement ce qu'elle m'a pris. » Bien. La voix de Laurent était fière. « C'est ma fille. » Et pour la première fois depuis des jours, Clara sourit. Un sourire sans joie, mais un sourire quand même. Stéphanie Renaud allait payer. Peut-être pas autant qu'elle le méritait, mais elle allait payer quand même. 2 semaines après l'arrestation de Stéphanie, Laurent invita Clara à dîner chez lui. Pas dans la salle à manger formelle avec sa table en acajou qui pouvait accueillir 20 personnes, mais dans la cuisine, un espace tout aussi immense mais légèrement moins intimidant. Il avait essayé de cuisiner. Le résultat était discutable. Des pâtes trop cuites nageant dans une sauce tomate qui avait un goût de brûlé. « Désolé, » marmonna-t-il en regardant son assiette avec dépit. « Je ne suis vraiment pas douée pour ça. » Hélène cuisinait toujours. Après sa mort, j'ai eu des employés de maison. Je n'ai jamais vraiment appris. Clara piqua une fourchette dans les pâtes gluantes et sourit malgré elle. C'est
Une tentative honorable. C'est immangeable, tu veux dire? Bon, oui, c'est carrément dégueulasse. Ils éclatèrent de rire. Le premier vrai rire qu'ils partageaient depuis des semaines. Laurent commanda finalement des sushis, et ils mangèrent assis sur le comptoir de la cuisine, les jambes pendantes comme deux enfants. J'ai réfléchi, commença Laurent entre deux bouchées de saumon. À notre situation, à nous. Clara sentit son estomac se nouer. Elle savait que cette conversation arriverait, elle la redoutait. « Je veux que tu emménages ici », dit-il rapidement, comme s'il avait peur de perdre son courage. « Cette maison est trop grande pour moi seule. Elle est vide, morte, mais avec toi, » il marqua une pause. « Avec toi, elle pourrait redevenir un foyer. » Clara posa ses baguettes. « Laurent, attends, laisse-moi finir. » Il descendit du comptoir et commença à faire les 100 pas. « Tu n'aurais plus besoin de travailler 3 boulots. Tu pourrais étudier si tu veux, voyager, faire tout ce que tu as toujours voulu faire, mais que tu ne pouvais pas te permettre. Je peux te donner tout ça. Je sais que tu peux. Alors pourquoi tu hésites ?» Clara sauta du comptoir à son tour. « Parce que je ne te connais pas. On se connaît depuis quoi, 3 semaines? Un test ADN ne fait pas de nous une famille. » Laurent accusa le coup. « Je suis ton père. Biologiquement, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?» Clara sentit la frustration monter. « Tu me parles de cette petite Isabelle qui aimait les fraises et les châteaux de sable. Mais ce n'est pas moi. Je ne me souviens de rien de tout ça. Je sais que... » « Non, tu ne sais pas. » Elle haussa la voix malgré elle. « Pendant 21 ans, je me suis débrouillée toute seule. J'ai appris à ne compter sur personne, à ne faire confiance à personne. Et maintenant tu débarques avec tes millions et ta maison de château. Et tu penses que tout va s'arranger comme par magie. » Laurent s'adossa au réfrigérateur, les yeux fermés. « Je veux juste rattraper le temps perdu. On ne peut pas rattraper 21 ans. C'est impossible. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas comment être ta fille. Je ne sais pas comment vivre dans ce monde. Regarde-moi. Je ne sais même pas utiliser ta machine à café. On peut apprendre, ensemble. Tu ne comprends pas. » Elle s'essuya rageusement les yeux. « Toute ma vie, j'ai dû me battre pour chaque euro, chaque opportunité. Mon appart de merde à Montreuil, mes 3 boulots, ma vie de galère. C'est moi, c'est qui je suis, Clara Martin, la fille 47, la survivante. Attends. Et Isabelle Dufresne. Je ne sais pas qui elle est, cria-t-elle. C'est ça le problème. Je ne sais pas comment être les deux à la fois. » Le silence retomba, lourd et douloureux. Laurent s'approcha lentement, les mains levées, comme s'il approchait un animal blessé. « Tu as raison, j'ai voulu aller trop vite. Je suis désolée. » Clara hocha la tête, incapable de parler. « Mais Clara, je t'en prie, ne me repousse pas complètement. Je sais que je ne peux pas être le père que j'aurais dû être. Je sais que j'ai raté toute ton enfance, toutes tes premières fois, mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. » Elle le regarda, cet homme puissant qui ressemblait à un enfant perdu. « Je ne te repousse pas, mais j'ai besoin de temps et d'espace. » « Combien de temps ? » ?»« Je ne sais pas. Le temps qu'il faudra. » Laurent acquiesça lentement. « D'accord, à ton rythme. Mais est-ce qu'on pourrait se voir régulièrement, des dîners, 1 fois par semaine ?» Clara réfléchit. « Oui, je peux faire ça. Et peut-être... » Il hésita. « Peut-être qu'on pourrait cuisiner ensemble, enfin, apprendre ensemble. Tu pourrais me montrer comment on fait des pâtes qui ne ressemblent pas à de la colle ?» Un petit sourire apparut sur le visage de Clara. « Tu sais que YouTube existe quand même. Où serait le fun ?» Ils établirent une routine, tous les dimanches. Clara venait pour ce qu'ils appelaient la leçon de survie culinaire. Elle apportait les recettes, des trucs simples qu'elle avait appris à cuisiner avec 3 francs 6 sous, lui fournissait les ingrédients. Toujours les meilleurs, évidemment. Le premier dimanche, ils firent des pâtes carbonara. Laurent cassa 4 œufs avant de réussir à les séparer correctement. Clara riait tellement qu'elle en pleurait. « Comment tu peux être milliardaire et ne pas savoir casser un œuf ? C'est un mystère de l'univers, » répondit-il avec autodérision. Les dimanches devinrent leur rituel. Pas de discussion lourde sur le passé ou l'avenir. Juste 2 personnes essayant de créer quelque chose ensemble.
même si c'était juste un plat de pâtes décent. Mais le reste de la semaine, Clara maintenait ses distances. Elle continuait à travailler ses 3 emplois, refusait systématiquement l'argent que Laurent essayait de lui donner, gardait son appartement à Montreuil. « Tu es têtu », lui dit-il un dimanche, alors qu'ils épluchaient des pommes de terre. « C'est de famille, apparemment. » Laurent rit, puis devint sérieux. « Clara, je respecte ton besoin d'indépendance. Vraiment. Mais s'il te plaît, laisse-moi au moins payer tes factures médicales, ou ton loyer. Quelque chose. »« Non. » »« Pourquoi ?» Elle posa son économe. « Parce que si tu paies, je te devrai quelque chose, et je ne veux rien devoir à personne, même pas à toi, surtout pas à toi. Tu ne me devrais rien, c'est mon devoir de père de... Tu n'as été mon père que 3 semaines. » Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu. « Je suis désolée, mais c'est la vérité. » Laurent accusa le coup, mais hocha la tête. « Tu as raison, encore une fois. Écoute, » dit Clara plus doucement. « Je ne dis pas non pour toujours. Je dis juste, pas maintenant. J'ai besoin de savoir que je peux encore compter sur moi-même avant de pouvoir compter sur quelqu'un d'autre. Même si quelqu'un d'autre est ton père. Surtout si c'est mon père. » Elle reprit l'épluchage. « La dernière fois que j'ai fait confiance à des parents, ils m'ont renvoyé comme un colis défectueux. » Laurent s'arrêta de cuisiner. « Les Dubois, la famille qui t'a adopté, puis qui a décidé que j'étais trop compliquée? Ouais. » Clara haussa les épaules comme si ça ne la touchait pas, mais sa voix la trahissait. 18 mois. C'est le temps qu'il leur a fallu pour réaliser qu'ils ne voulaient pas d'une gamine traumatisée. Ils étaient des imbéciles. Peut-être, mais ça m'a appris quelque chose. Les gens partent, toujours. Alors autant ne dépendre de personne. Je ne partirai pas. Tu dis ça maintenant. Laurent posa son couteau et se tourna vers elle. Clara, regarde-moi. Elle leva les yeux. Je t'ai cherché pendant 21 ans. 21 ans. Tu crois vraiment que maintenant que je t'ai retrouvée, je vais partir? Les gens disent beaucoup de choses. Alors je te le prouverai, par mes actes, pas par mes mots. Il tendit sa main. Deal. Clara regarda sa main tendue. C'était un petit pas, un tout petit pas vers la confiance. Elle serra sa main. Deal. Les semaines passèrent, les dimanches continuèrent. Laurent commença une thérapie, quelque chose qu'il aurait dû faire 20 ans plus tôt, avoua-t-il. Clara accepta finalement de lui donner un double des clés de son appartement à Montreuil. Au cas où. Au cas où quoi? Demanda Laurent. Au cas où j'aurais besoin de toi. C'était un énorme pas pour elle. Il le comprit. Un soir, après un dîner particulièrement réussi, un bœuf bourguignon qui était presque mangeable, Laurent sortit une photo de son portefeuille. Hélène tenant Isabelle bébé dans ses bras, tous les deux riant. « Ta mère aurait été si fière de toi », murmura-t-il. Clara regarda la photo longtemps. « Parle-moi d'elle. Pas des trucs tristes, les bons souvenirs. » Et Laurent parla de comment Hélène chantait faux, mais s'en fichait, de comment elle brûlait systématiquement les toasts, de comment elle riait si fort qu'elle en pleurait, de comment elle aimait avec une intensité qui terrifiait et émerveillait à la fois. Clara écoutait, buvant chaque mot, construisant lentement l'image de cette mère qu'elle n'avait jamais connue. « Elle me manque », avoua Laurent. « À moi aussi », répondit Clara, même si je ne l'ai jamais vraiment connue. C'était étrange, mais c'était vrai. 8 mois s'étaient écoulés depuis les résultats du test ADN. 8 mois de dimanches passés à cuisiner, de thérapie pour Laurent, de nuits blanches pour Clara. 8 mois à apprivoiser cette nouvelle réalité étrange où elle avait un père mais ne savait toujours pas vraiment comment l'être. Et puis le jour du procès arriva. Clara se réveilla à 5 heures du matin dans son appartement de Montreuil. L'estomac noué, elle avait préparé sa déclaration de victime pendant des semaines, l'avait réécrite 15 fois, l'avait récitée devant son miroir, jusqu'à la connaître par cœur. Mais maintenant qu'il fallait y aller, elle n'était plus sûre de rien. Laurent passa la chercher à 7 heures. Il portait un costume sombre impeccable, mais ses yeux trahissaient la même insomnie qu'elle. Ils ne parlèrent pas beaucoup dans la voiture. Qu'aurait-il pu dire de toute façon? Le palais de justice de Paris était bondé. Journalistes, caméras, curieux, l'affaire Dufresne avait captivé le pays entier. La petite fille disparue retrouvée 21 ans plus tard, la nounou criminelle enfin démasquée, c'était le genre d'histoire que les médias adoraient. Clara détestait ça. Détestait ses regards avides, ces flashs qui explosèrent dans ses yeux, ces questions criées qu'elle ignorait. Laurent la protégea de son corps,
les avocats repoussant les journalistes pendant qu'ils entrèrent dans le bâtiment. La salle d'audience sentait le vieux bois et la tension. Clara s'assit au premier rang. Laurent à sa gauche, les avocats derrière eux, de l'autre côté de l'allée centrale. Séparés par des mètres et des années, Stéphanie Renaud était assise entre deux gendarmes. Clara la regarda pour la première fois depuis les images d'arrestation à la télévision. Elle avait vieilli, évidemment. 54 ans maintenant. Cheveux gris tirés en arrière, visage creusé, épaules voûtées sous le poids de la culpabilité, ou peut-être juste du temps. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Stéphanie détourna les yeux immédiatement, comme si elle ne supportait pas de la regarder. Bien, Clara ne supportait pas de la regarder non plus. Le procès commença. Le procureur présenta les preuves méthodiquement. Relevé bancaire montrant les virements de 50 000 €. Messages récupérés sur d'anciens téléphones coordonnant l'enlèvement. Témoignages d'anciens complices qui avaient accepté de parler en échange de peines réduites. Karim Benzema, le trafiquant, témoigna depuis la prison où il purgeait déjà une autre peine. Il raconta froidement comment Stéphanie l'avait contacté, comment ils avaient planifié l'opération, comment ils avaient prévu de vendre Isabelle à l'étranger, mais l'affaire a pris trop d'ampleur, expliqua-t-il sans émotion. 5 millions de récompenses. Images partout. Police mobilisée. C'était trop risqué. On l'a abandonnée à l'orphelinat pour s'en débarrasser proprement. Clara sentit Laurent se raidir à côté d'elle. Sa main trouva la sienne et la serra fort. Elle serra en retour. S'en débarrasser proprement, comme si elle était un déchet encombrant. Puis ce fut le tour de Stéphanie de témoigner. Elle s'avança vers la barre, tremblante. Sa voix était faible quand elle commença à parler. Je ne sais pas par où commencer. Elle regarda le juge, puis les jurés, évitant soigneusement Clara et Laurent. J'avais des dettes, beaucoup de dettes. Le casino. Je pensais pouvoir m'en sortir en jouant encore un peu, mais ça n'a fait qu'empirer. Les créanciers menaçaient ma famille. J'étais désespérée. Alors vous avez vendu un enfant ? Coupa le procureur froidement. Oui. Les larmes coulaient sur son visage. Je sais que c'est impardonnable. Je le sais. Mais j'étais terrifiée. Je ne savais plus quoi faire. Aviez-vous pensé à démissionner ? À demander de l'aide à la famille Dufresne ? À consulter un conseiller financier ? Stéphanie baissa la tête. Non, je n'ai pensé qu'à l'argent facile. 50 000 €, c'est la somme pour laquelle vous avez vendu Isabelle Dufresne. Le procureur laissa le chiffre résonner dans la salle. Pendant ce temps, son père offrait 5 millions pour la retrouver, 100 fois plus. N'avez-vous jamais été tenté de dire la vérité ? Tous les jours. Stéphanie sanglotait maintenant. Tous les jours pendant 21 ans. Mais j'avais trop peur. Trop honte. Clara sentit quelque chose bouillir en elle. La rage, pure et brûlante. « Madame Renaud, continua le procureur, êtes-vous consciente que la mère d'Isabelle, Hélène Dufresne, s'est suicidée 5 ans après la disparition ?» Stéphanie vacilla. « Oui. Et que pensez-vous de cela ? Je pense que... » Elle s'essuya les yeux. « Je pense que c'est ma faute. Une mort de plus sur ma conscience. » Le procureur se tourna vers le juge. Pas d'autres questions. L'avocat de la défense fit de son mieux. Il parla de remords, de circonstances atténuantes, de la vie difficile que Stéphanie avait menée depuis. Mais même lui semblait avoir du mal à croire à ses propres arguments. Puis vint le moment que Clara redoutait le plus. La déclaration de victime. « Mademoiselle Martin » appela le juge. « Souhaitez-vous faire une déclaration ?» Clara se leva, ses jambes tremblaient. Laurent lui pressa doucement le bras. Un geste de soutien silencieux. Elle s'avança vers la barre, sortit sa feuille de sa poche. Ses mains tremblaient, tellement que les mots dansaient devant ses yeux. Elle prit une grande inspiration. « Je m'appelle Clara Martin, ou Isabelle Dufresne. Les deux, aucun des deux. Je ne sais plus vraiment. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Pendant 21 ans, je me suis demandé qui j'étais, d'où je venais, pourquoi on m'avait abandonnée. Elle leva enfin les yeux vers Stéphanie. La femme pleurait silencieusement, mais Clara s'en fichait. On ne m'avait pas abandonnée. On m'avait vendue. Comme un objet, 50 000 €, c'est mon prix, apparemment. Elle marqua une pause. J'ai grandi dans des orphelinats. J'ai été adoptée puis renvoyée comme un colis défectueux. J'ai dormi dans des lits qui n'étaient jamais vraiment les miens. J'ai mangé dans des assiettes que je devais partager. J'ai porté des vêtements de seconde main trop grands ou trop petits. Sa voix tremblait maintenant. Mais elle continua. À 18 ans, on m'a mise dehors.
Bonne chance. Au revoir. J'ai travaillé 3 emplois simultanément juste pour payer un appartement de 22 mètres carrés. J'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai eu peur, tellement peur. Elle vit Laurent s'essuyer les yeux du coin de l'œil. Pendant ce temps, j'avais un père qui me cherchait partout. Un père qui aurait tout donné pour me retrouver. Une mère qui s'est tuée parce qu'elle ne supportait pas ma disparition. Clara sentit les larmes couler sur ses joues, mais ne les essuya pas. J'aurais pu grandir dans l'amour, dans la sécurité. J'aurais pu avoir une famille, une vraie famille. Elle se tourna directement vers Stéphanie maintenant. Vous m'avez volé tout ça. Vous m'avez volé mon enfance, mes parents, ma vie, pour 50 000 € et vos dettes de jeu. Sa voix se durcit. Vous dites que vous regrettez, que vous vivez avec la culpabilité. Bien, j'espère que ça vous dévore vivante. J'espère que chaque nuit, vous voyez le visage de ma mère qui s'est noyée dans sa baignoire. J'espère que vous entendez les pleurs de mon père qui a passé 21 ans à me chercher. Stéphanie sanglotait maintenant, la tête entre les mains. Mais vous savez quoi ? Clara plia sa feuille. Vous ne méritez même pas ma haine, parce que haïr quelqu'un, c'est lui donner du pouvoir. Et je refuse de vous donner encore une seule seconde de ma vie. Vous m'avez volé 21 ans. Vous n'aurez pas les suivants. Elle retourna s'asseoir. Laurent la prit immédiatement dans ses bras. Elle se laissa aller contre lui et pleura. Puis ce fut au tour de Laurent de témoigner. Il s'avança lentement, comme un homme marchant vers son propre jugement. « Je m'appelle Laurent Dufresne. Je suis le père d'Isabelle. » Il regarda Stéphanie. « Vous étiez dans ma maison, je vous faisais confiance. Je vous payais généreusement, et vous avez vendu ma fille. » Sa voix était calme, mais Clara sentait la rage contenue dessous. « Ma femme est morte à cause de vous. Ma fille a grandi sans nous à cause de vous. J'ai passé 21 ans en enfer à cause de vous. » Il marqua une pause. « Mais la pire chose, Madame Renaud, c'est que vous avez continué à vivre tranquillement pendant que nous souffrions. Nouvelle identité, nouveau départ, comme si rien ne s'était passé. » Il se tourna vers le juge. « Je demande la peine maximale, non pas par vengeance, mais par justice. Cette femme doit payer pour chaque jour qu'elle nous a volé. » Le délibéré dura 2 heures. 2 heures pendant lesquelles Clara et Laurent attendirent dans un couloir, silencieux, épuisés. Quand le juge rendit son verdict, sa voix était grave. « Stéphanie Renaud, vous êtes reconnue coupable d'enlèvement et séquestration de mineurs, trafic d'êtres humains et association de malfaiteurs. Je vous condamne à 30 ans de réclusion criminelle. » 30 ans. Clara ne ressentit ni joie ni soulagement, juste un vide étrange. C'était fini. Le parking souterrain du palais de justice était silencieux, à l'exception du bruit de leurs pas qui résonnait contre le béton. Laurent marchait devant, les épaules voûtées, tandis que Clara le suivait mécaniquement. Ils avaient réussi à échapper aux journalistes par une sortie de service. 30 ans. Stéphanie Renaud passerait 30 ans en prison. Clara devrait avoir 45 ans quand cette femme sortirait. Presque l'âge qu'avait Laurent maintenant. Ils atteignirent la voiture de Laurent. Cette Mercedes noire qui sentait le cuir cher et l'eau de Cologne masculine. Il déverrouilla les portières, mais n'ouvrit pas la sienne. Il resta là, les clés à la main, fixant le sol. « Laurent » appela doucement Clara. Pas de réponse. « Laurent, ça va ?» Il leva lentement la tête vers elle, et Clara vit quelque chose se briser dans son regard. Quelque chose qui avait tenu bon pendant 8 mois, pendant le procès, pendant sa déposition, mais qui venait de céder. « C'est fini » murmura-t-il. « C'est vraiment fini. Oui, elle va payer. Oui. Alors pourquoi ?» Sa voix se brisa. « Pourquoi je ne me sens pas mieux ? Pourquoi j'ai l'impression que rien n'a changé ?» Clara s'approcha de lui, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, quelque chose explosa en elle, comme un barrage qui cédait après avoir retenu trop d'eau trop longtemps. Parce que ça ne change rien. Les mots sortirent plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, ricochant contre les murs du parking. 30 ans de prison ne me rendront pas mon enfance. Ça ne ressuscitera pas maman. Ça n'effacera pas 21 ans de merde. Laurent recula d'un pas, choqué par sa véhémence. Je suis censée me sentir comment maintenant ? Continua Clara, sa voix montant d'un cran. Soulagée, vengée, parce que je ne ressens rien, rien du tout. C'est juste vide. Clara ? Et toi ? Elle pointa un doigt accusateur vers lui. Toi avec ta culpabilité, et tes pardonne-moi, et tes tentatives pathétiques de rattraper le temps perdu. Comment je suis censée gérer ça ? Comment je suis censée être ta fille ? Sa voix se brisa complètement. Je ne sais pas faire ça.
Je ne sais pas être Isabelle, cette petite fille qui aimait les fraises et les châteaux de sable. Elle est morte il y a 21 ans, elle n'existe plus. Les larmes coulaient, maintenant, incontrôlables. 8 mois de tension, de faux semblants, de dimanches où elle faisait comme si tout allait bien, tout ça explosait. Je suis Clara Martin, la fille 47, celle qui a été renvoyée comme un paquet défectueux, celle qui a dormi dans 17 lits différents avant ses 18 ans, celle qui s'est débrouillée toute seule parce qu'elle n'avait personne d'autre. Laurent tendit une main vers elle, mais elle recula violemment. « Non, ne me touche pas. Tu ne peux pas juste débarquer avec ton ADN et tes millions et penser que ça fait de nous une famille. Ça ne marche pas comme ça. Je sais que... » « Tu ne sais rien, hurla-t-elle. Tu ne sais pas ce que c'est de grandir en se demandant pourquoi personne ne vous veut, de regarder les autres enfants se faire adopter pendant que toi, tu restes là, invisible, de faire semblant que ça ne te détruit pas de l'intérieur. » Elle donna un coup de pied dans le pneu de la Mercedes, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que sa cheville la fasse souffrir. « Comment je suis censée te faire confiance ?» Les mots sortaient entrecoupés de sanglots maintenant. Comment je sais que tu ne vas pas te réveiller un matin en te disant que finalement, c'était une erreur, que la vraie Isabelle est morte et que Clara ne sera jamais à la hauteur. Jamais Les Dubois pensaient que je serais à la hauteur aussi. Ils m'ont adoptée avec le sourire. Et 18 mois plus tard, ils m'ont renvoyée parce que j'étais trop compliquée, trop traumatisée, trop abîmée. Laurent essaya encore une fois de s'approcher, mais Clara leva les mains pour le tenir à distance. Et maintenant, tu veux que j'emménage dans ta maison de milliardaire? Que j'abandonne mon appartement de merde? Mes boulots de merde? Ma vie de merde? Pourquoi? Pour que tu puisses te sentir mieux, pour racheter ta culpabilité. Non! La voix de Laurent claqua dans le parking comme un fouet. Non, bordel! Clara se figea. C'était la première fois qu'elle le voyait se mettre en colère. Tu veux savoir la vérité? Laurent s'avança vers elle, les yeux brillants de larmes retenues. Oui, je me sens coupable. Oui, je voudrais racheter chaque seconde que tu as passée seule. Oui, je donnerai tout ce que j'ai, ma fortune, ma vie, n'importe quoi, pour effacer ta douleur. Il s'arrêta juste devant elle, assez près pour qu'elle sente son souffle. Mais tu sais quoi? Je ne peux pas remonter le temps. Je ne peux pas ressusciter Hélène. Je ne peux pas te rendre les 21 ans qu'on t'a volés. Sa voix tremblait maintenant. Et je ne veux pas, Isabelle. Clara le regarda, confuse. Quoi? Isabelle est partie, tu as raison. Cette petite fille de 3 ans qui aimait les fraises, elle n'existe plus. Laurent posa doucement ses mains sur ses épaules. Mais Clara Martin, la femme extraordinaire qui a survécu à tout ce que la vie lui a balancé, celle qui travaille 3 boulots pour payer un appart de 22 mètres carrés, celle qui refuse de dépendre de qui que ce soit. Celle-là, je la veux. Mais tu es têtue, indépendante, méfiante et putain de terrifiante parfois. Un sourire triste apparut sur son visage. Tu es tout ce qu'Isabelle aurait pu devenir si on ne te l'avait pas volée. Et je suis fière, tellement fière de qui tu es devenue malgré tout. Clara sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Mais, et si je ne suis pas assez bien? Assez bien pourquoi? Laurent essuya doucement une larme sur sa joue. Clara, tu es ma fille. Pas parce que l'ADN le dit, pas parce qu'un test de laboratoire le confirme, mais parce que quand je te regarde, je vois Hélène, sa force, son courage, son refus d'abandonner. Je vois aussi quelque chose qui n'appartient qu'à toi, cette capacité de survivre, cette dignité malgré tout. Je ne sais pas comment être ta fille, murmura Clara. Et moi, je ne sais pas comment être ton père. Laurent rit doucement à travers ses larmes. Je brûle les pâtes, je ne comprends rien à YouTube, je ne sais même pas casser un œuf correctement. Malgré elle, Clara sourit à travers ses larmes. Mais on peut apprendre ensemble, non? Continua Laurent. Pas comme père et fille parfaits dans une pub, mais comme 2 personnes cassées qui essaient de reconstruire quelque chose. Et si j'ai besoin de temps, de beaucoup de temps, alors je t'attendrai. Il lui prit les mains. Je t'ai attendu 21 ans. Je peux attendre encore, autant qu'il faudra. Clara le regarda. Cet homme qui était son père, mais aussi un étranger. Ce milliardaire qui ne savait pas faire cuire des pâtes. Cet homme brisé qui essayait de se reconstruire à travers elle. « Je veux garder mon appartement », dit-elle finalement. « D'accord. Et mes boulots.
D'accord. Et les dimanches? Juste les dimanches pour le moment. D'accord. Et tu arrêtes d'essayer de me donner de l'argent. Ça, c'est plus dur. Mais... D'accord. Clara prit une grande inspiration tremblante. Et on ne m'appelle plus Isabelle. Je suis Clara. Peut-être que je deviendrai Isabelle un jour. Peut-être les deux. Mais pour l'instant, je suis Clara. Laurent hocha la tête, des larmes roulant sur ses joues. Clara, ma fille, Clara. Ton père, dit-elle lentement, testant les mots. C'est bizarre à dire. On a le temps de s'y habituer. Ils restèrent là dans le parking, épuisés émotionnellement. Mais quelque chose avait changé. Les non-dits avaient été criés. Les peurs avaient été exprimées. Les attentes irréalistes avaient été abandonnées. Laurent. Oui. Tu me veux vraiment, même comme ça, même compliqué et abîmé. Il la serra dans ses bras, surtout comme ça. Clara s'accrocha à lui et, pour la première fois, elle ne se força pas. Elle le laissa la tenir. Elle se laissa être tenue. On va y arriver, murmura Laurent contre ses cheveux. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais on va y arriver. Promis, promis. Et dans ce parking souterrain froid, entre deux voitures et sous des néons blancs impitoyables, quelque chose commença enfin à se réparer. 10 mois après le procès, Clara se réveilla dans son appartement de Montreuil avec quelque chose d'étrange. Un sentiment de paix. Pas le bonheur explosif des films, juste. La paix, comme si elle avait enfin posé un sac trop lourd qu'elle portait depuis toujours. Les dimanches d'avec Laurent étaient devenus un rituel sacré. Il ne cuisinait plus seulement. Il parlait de tout, de rien, des souvenirs d'Hélène, des clients chiants au salon d'Émeraude, de la thérapie de Laurent, des peurs de Clara. Ce dimanche-là, ils essayaient de faire un tagine d'agneau. Laurent avait acheté tous les ingrédients chez un épicier marocain du 18e arrondissement. Impressionné par l'authenticité du lieu, « Tu sais que tu peux juste acheter un plat déjà préparé, hein ?» dit Clara en coupant des oignons. Genre, chez Picard, ils ont des trucs pas mal. Où serait le fun ? Répondit Laurent en lisant la recette sur son iPad avec une concentration intense. Bon, ça dit qu'il faut faire revenir l'agneau dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit doré. C'est quoi doré, exactement ? Clara leva les yeux au ciel en souriant. Tu es PDG d'une entreprise qui brasse des millions et tu ne sais pas ce que doré veut dire en cuisine. Je délègue les choses que je ne maîtrise pas. Et apparemment, tu délègues tout ce qui touche à la nourriture. Ils rirent. Ces moments de légèreté étaient devenus plus fréquents, moins forcés, plus naturels, pendant que le tagine mijotait, avec un succès mitigé. Il fallait l'admettre. Laurent sortit une bouteille de vin rouge qu'il avait gardée pour l'occasion. « J'ai quelque chose à te dire », commença-t-il en servant 2 verres. Clara sentit son estomac se nouer par réflexe. Les « j'ai quelque chose à te dire » n'avaient jamais été bons dans sa vie. « Rien de grave », précisa-t-il immédiatement en voyant son expression. Au contraire, elle se détendit légèrement. « D'accord, je t'écoute. » Laurent prit une grande inspiration. « J'ai décidé de vendre la maison. » Clara faillit recracher son vin. « Quoi ? Pourquoi ? » « Parce que cette maison n'a jamais été un foyer. C'était un mausolée, un monument à ma culpabilité et à mon chagrin. » Il regarda autour de lui, ce salon immense où il se sentait toujours un peu perdu, après la mort d'Hélène. J'ai gardé tout intact, la chambre d'Isabelle, nos affaires, comme si le temps s'était arrêté en 2009. Et maintenant, je veux avancer, pas oublier, jamais oublier, mais avancer. Il sourit. J'ai trouvé une maison plus petite, à Montreuil, justement, pas loin de chez toi. Clara le regarda, bouche bée. Tu vas emménager à Montreuil. Pourquoi pas ? Le quartier a l'air sympa. Il y a un marché génial le dimanche matin et puis... Il haussa les épaules avec une fausse désinvolture. Ma fille habite là-bas. Clara sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Tu es sérieux ? Laurent Dufresne, le milliardaire de l'immobilier, va vivre à Montreuil. J'ai passé assez de temps dans ma tour d'ivoire. Il est temps de redescendre sur terre. Et tes collègues vont penser que tu es devenu fou. Tant mieux, je l'étais déjà de toute façon. Laurent trinqua avec elle. Et puis, j'ai pris une autre décision. Je prends ma retraite, enfin, semi-retraite. Je garde quelques projets, mais je passe le flambeau. Pour faire quoi ? Vivre,
Tout simplement, passer du temps avec ma fille, peut-être apprendre à cuisiner correctement, voyager, lire ces livres qui prennent la poussière depuis des années. Il marqua une pause, et j'ai pensé à quelque chose. Un projet, avec toi si tu veux. Clara haussa un sourcil. Quel genre de projet? Laurent sortit un dossier de son sac, toujours le businessman, même en semi-retraite. Une fondation, pour aider les jeunes qui sortent des foyers à 18 ans. Leur donner ce que tu n'as jamais eu. Du soutien, des ressources, une chance de réussir. Clara prit le dossier, parcourut les pages, budget, objectifs, programme de mentorat, aide au logement, bourse d'études. Son cœur battait plus vite. Tu as fait tout ça. Oh bam. Avec l'aide d'experts, oui, mais je ne veux pas le faire sans toi. Tu connais ce système de l'intérieur. Tu sais ce dont ces gamins ont besoin. Laurent se pencha en avant. Ce serait ton projet autant que le mien, si tu veux. Clara fixa les papiers, les larmes lui montant aux yeux. Pourquoi tu fais ça? Parce que je ne peux pas changer ton passé, mais peut-être qu'on peut changer l'avenir d'autres enfants. Elle leva les yeux vers lui. Je ne sais pas comment gérer une fondation. Je n'ai aucune expérience en... On apprendra. Comme pour les pâtes. Il sourit. Ensemble. Clara hocha lentement la tête, un sourire se dessinant sur son visage. D'accord, oui, faisons-le. Ils trinquèrent encore une fois, et Clara réalisa quelque chose. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas seule. Les mois suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Laurent vendit sa maison de Neuilly pour un prix astronomique et acheta une maison de ville charmante à Montreuil. 4 chambres, un petit jardin, à 10 minutes à pied de l'appartement de Clara. « C'est bizarre de te voir dans un endroit normal », dit Clara le jour où il emménagea. « Défini normal ?» Laurent déballa une caisse de livres dans son nouveau salon. « Parce que, franchement, je me sens comme un alien qui découvre une nouvelle planète. Bienvenue sur Terre, papa. » Le mot était sorti naturellement. Clara se figea, réalisant ce qu'elle venait de dire. Laurent aussi s'était arrêté, un livre à la main. Leurs regards se croisèrent. « Tu m'as appelé papa ?» murmura Laurent. « Oui. » Clara sentit son visage chauffer. « Ça va, je veux dire, je peux continuer à t'appeler Laurent si... » « Non. » Il posa le livre et s'approcha d'elle. « Non, s'il te plaît, continue. C'est parfait. » Il la prit dans ses bras, et Clara sentit quelque chose se déverrouiller définitivement en elle. Papa, elle avait un papa. La fondation prit forme rapidement. Clara réduisit ses heures au salon d'émeraude. Laurent avait insisté, et pour une fois, elle avait accepté. Pour se concentrer sur le projet, ils louèrent un bureau à Montreuil. Justement son ancien appartement quand le bail se termina, Clara trouva symbolique d'y installer la fondation, de la fille 47 à présidente d'une fondation, dit Laurent lors de la soirée d'inauguration. Sacré parcours. Coprésidente, corrigea Clara. On est 2 là-dedans. Coprésidente alors? Il leva son verre. À toi, à nous, à tous les enfants qu'on va aider. Le premier dimanche du mois, ils prirent l'habitude de visiter le cimetière du Père Lachaise ensemble. Clara apportait toujours des roses blanches, les préférées d'Hélène. Selon Laurent, « Salut maman », disait Clara en déposant les fleurs. « Je suis là encore. Papa aussi. Évidemment, il ne rate jamais un dimanche. » Laurent s'agenouillait à côté d'elle, comme toujours. « Hélène, ma chérie, tu aurais adoré voir Clara maintenant. Elle lance une fondation. Elle aide d'autres enfants. Elle est extraordinaire. Exactement comme je savais que notre fille le serait. » Ces moments au cimetière étaient devenus précieux pour Clara. C'était sa façon de connaître sa mère, de créer un lien avec cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais qui l'avait portée, aimée, pleurée. « Je lui ressemble, paraît-il, » dit Clara un dimanche. « Mes yeux, mes cheveux. Papa dit que j'ai aussi son caractère têtu. » Laurent rit doucement. « C'est vrai, Hélène ne lâchait jamais prise. Une vraie force de la nature. J'aurais aimé la connaître. Elle t'aurait adoré. » Laurent posa sa main sur l'épaule de Clara. « Et tu sais quoi? D'une certaine façon, tu la connais. Chaque histoire que je te raconte, c'est un morceau d'elle que je te donne. » Clara posa sa tête contre son épaule. « Continue à me raconter des histoires alors. Toutes les histoires. » Promis. Un soir, Clara invita Laurent à dîner dans sa nouvelle location. Un appartement légèrement plus grand que le précédent, avec une vraie cuisine et une chambre séparées. Elle avait cuisiné elle-même. Des lasagnes. Sa spécialité,
C'est délicieux, dit Laurent après la première bouchée. Ne sois pas surpris à ce point. Je cuisine depuis mes 15 ans. Je sais, c'est juste. Il sourit. C'est agréable d'être celui qui est invité pour une fois. Après le dîner, ils s'installèrent sur le petit balcon avec du café. La vue donnait sur les toits de Montreuil. Pas vraiment romantique, mais honnête. « Tu es heureuse ?» demanda Laurent soudainement. Clara réfléchit. « Tu sais quoi ? Oui, pas heureuse comme dans les films, mais heureuse comme quelqu'un qui a trouvé sa place. C'est tout ce que je voulais. Et toi ?» Laurent regarda le ciel étoilé. « Je n'ai plus peur de dormir. Je n'ai plus de cauchemars. Je me réveille le matin avec quelque chose à attendre. » Il se tourna vers elle. « Alors oui, je suis heureux. Pour la première fois en 22 ans. Je suis vraiment heureux. » Clara prit sa main. « On a réussi, non ? On a reconstruit quelque chose. »« On est en train de construire, » corrigea Laurent. « Ce n'est pas fini. On a toute une vie devant nous. Une vie ensemble. Une vie ensemble. » Et sous les étoiles de Montreuil, père et fille restèrent assis en silence, savourant cette paix qu'ils avaient mis si longtemps à trouver. 18 mois depuis ce jour où Clara avait servi du champagne dans un salon luxueux et où son monde avait basculé. 18 mois de reconstruction, de thérapie, de dimanches passés à cuisiner, de larmes et de rires, de pas en avant et de pas en arrière. Mais ce soir-là, tout semblait enfin se mettre en place. Laurent avait insisté pour organiser un dîner spécial sur la terrasse de sa nouvelle maison à Montreuil, rien d'extravagant. Juste eux deux, une table dressée sous les étoiles d'un soir d'été parfait, et un repas qu'ils avaient préparé ensemble l'après-midi même. Des brochettes de poulet mariné, annonça Clara en apportant les plats. Tu vois, on progresse. Plus aucun risque d'intoxication alimentaire. Laurent rit en servant le vin. C'est vrai qu'on a parcouru un sacré chemin depuis les pâtes carbonara catastrophiques. Tu veux dire, depuis ta catastrophe de pâtes carbonara, moi j'ai toujours su cuisiner. Touchés, ils mangèrent tranquillement, parlant de tout et de rien, la fondation qui avait déjà aidé 15 jeunes en 3 mois, le nouveau voisin de Laurent qui jouait de la batterie à 2 heures du matin, le projet de Clara d'écrire peut-être un jour un livre sur son parcours. « Tu devrais », encouragea Laurent. « Ton histoire pourrait inspirer tellement de gens. Ou les déprimer complètement. Non, parce que ce n'est pas juste une histoire de douleur. C'est une histoire de survie, de résilience. » Il la regarda intensément. De quelqu'un qui a refusé d'être brisé définitivement. Clara sentit sa gorge se serrer. « Merci. » Après le dîner, Laurent sembla soudain nerveux. Il se leva, fit quelques pas vers la balustrade de la terrasse, puis revint s'asseoir. Ses mains tremblaient légèrement. « Papa. » Clara fronça les sourcils. « Ça va. »« Oui, je... » Il prit une grande inspiration. « J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose que j'aurais dû te donner il y a longtemps. » Il sortit de sa poche une petite boîte en velours bleu. Le tissu était usé, décoloré par les années. Clara reconnut immédiatement ce type de boîte. Celle qu'on utilise pour les bijoux précieux. Son cœur se mit à battre plus vite. « Laurent, qu'est-ce que... » « Ouvre-la, s'il te plaît. » Avec des mains tremblantes, Clara prit la boîte. Elle était plus lourde qu'elle ne l'aurait cru. Lourde d'histoire, lourde de signification. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, reposant sur un coussin de satin blanc jauni par le temps, se trouvait un demi-cœur en argent, identique à celui qu'elle portait autour du cou. L'autre moitié, Clara sentit les larmes lui monter immédiatement aux yeux. « Je l'ai gardé dans mon coffre-fort pendant 22 ans, » expliqua Laurent d'une voix étranglée. « C'était tout ce qu'il me restait de toi. Ma relique, mon espoir. Certains jours, c'était la seule chose qui m'empêchait de... » Il ne finit pas sa phrase. Clara toucha délicatement le pendentif, traçant du doigt les contours du demi-cœur. Il était identique au sien. Même taille, même poids, même gravure délicate sur le bord. Quand je l'ai fait fabriquer, continua Laurent, le bijoutier m'a demandé ce que je voulais graver. J'ai choisi 2 mots, un sur chaque moitié. Clara retourna le pendentif dans la boîte et vit, gravé en lettres minuscules, « Pour toujours ». Elle porta instinctivement la main à son propre pendentif et le retourna pour la première fois. Là, dans les mêmes lettres délicates qu'elle n'avait jamais remarquées, était gravé « Ensemble ». « Ensemble pour toujours », murmura-t-elle. « Si
C'est ce que tu avais fait graver. Oui, Laurent essuya ses yeux. Je voulais que tu le portes toute ta vie, que tu saches, où que tu sois, que tu n'étais jamais seule, que j'étais toujours avec toi. Clara ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elles coulèrent librement sur ses joues, tandis qu'elle fixait les deux moitiés du cœur. Je l'ai porté pendant 21 ans, sans savoir ce que ça signifiait, dit-elle d'une voix brisée. Sans savoir qu'il y avait quelqu'un qui me cherchait, quelqu'un qui m'aimait. Je t'ai toujours aimé. Laurent s'agenouilla devant elle. Chaque jour, chaque heure, même quand je ne savais pas si tu étais vivante, même quand Hélène est partie et que j'ai cru devenir fou, je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Clara prit le pendentif dans la boîte et le tendit vers Laurent. Fais-le, s'il te plaît. Unis-les. Les mains de Laurent tremblaient, tellement qu'il lui fallut 3 tentatives. Mais finalement, il parvint à détacher le pendentif du cou de Clara et à le tenir contre l'autre moitié. Sous la lumière argentée de la pleine lune, les deux moitiés s'emboîtèrent parfaitement. Le cœur était complet. Après 22 ans de séparation, il était enfin entier, ensemble pour toujours, lut Laurent à travers ses larmes. Clara regardait le cœur complet briller dans les mains de son père. C'était un objet simple, juste 2 morceaux d'argent assemblés, mais c'était aussi tellement plus. C'était leur histoire, leur douleur, leur survie, leur amour. On l'a fait, papa, murmura-t-elle. On a retrouvé notre chemin l'un vers l'autre. Oui, Laurent attacha délicatement le cœur complet autour du cou de Clara. Et maintenant, on ne se perdra plus jamais. Clara toucha le pendentif contre sa poitrine. Il était plus lourd maintenant qu'il était complet, plus substantiel, comme si ces 22 ans de séparation avaient enfin un sens. Une conclusion, « Je t'aime, papa ». C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots. Vraiment, pleinement, sans peur, sans réserve. Laurent la serra dans ses bras si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Je t'aime aussi, ma fille, ma petite fille, mon Isabelle, ma Clara, les deux, toutes les versions de toi. » Ils restèrent comme ça longtemps, enlacés sous les étoiles, tandis que le cœur complet brillait doucement entre eux. « Tu sais ce que maman dirait si elle était là ?» demanda Clara après un moment. Laurent recula légèrement pour la regarder. « Quoi ? Elle dirait probablement que tu vas la faire pleurer avec tes grands gestes romantiques. » Clara sourit à travers ses larmes. « D'après tes histoires, elle disait toujours ça. » Laurent rit, ce rire mouillé qu'on a quand on pleure et rit en même temps. C'est exactement ce qu'elle dirait. Et puis elle m'embrasserait et me dirait qu'elle m'aimait quand même. « Elle me manque, » dit Clara doucement. « C'est bizarre de dire ça pour quelqu'un que je n'ai jamais vraiment connu, mais elle me manque. Elle est là. » Laurent toucha le pendentif. « Elle est dans ce cœur, dans toi, dans moi, dans chaque histoire que je te raconte. Raconte-moi une maintenant. Quelle histoire ? N'importe laquelle. Une histoire heureuse. » Laurent réfléchit un instant, puis sourit. « D'accord. Il y avait cette fois où Hélène a essayé de me faire une surprise pour mon anniversaire. Elle voulait me préparer un gâteau au chocolat, ma pâtisserie préférée, mais elle a confondu le sel et le sucre. » Clara gloussa. « Non. Oti, j'ai mordu dedans et j'ai failli recracher. C'était absolument immonde. » Laurent rit au souvenir. Et Hélène était là, tellement fière d'elle, attendant ma réaction. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Alors j'ai dit que c'était original. Elle a compris, immédiatement. Elle a goûté et a éclaté de rire. On a fini par commander une pizza et manger de la glace directement du pot. Son sourire devint nostalgique. C'était un des meilleurs anniversaires de ma vie, pas à cause du gâteau raté, mais parce qu'on avait ri ensemble. Elle avait l'air géniale. Elle l'était. Laurent regarda le ciel. Tu sais, pendant longtemps après sa mort, je ne pouvais pas penser à elle sans douleur. Mais maintenant, grâce à toi, je peux me souvenir des bons moments. Je peux rire en pensant à elle. C'est ce qu'elle aurait voulu, non ? Oui, Hélène détestait la tristesse. Elle voulait toujours que les gens soient heureux. Il passa son bras autour des épaules de Clara. Elle aurait voulu qu'on soit heureux. Ensemble, Clara posa sa tête contre son épaule, le cœur complet réchauffant sa peau. « On est heureux, papa. On a réussi. » « Oui. » Laurent embrassa le sommet de sa tête. « Notre famille, elle est complète maintenant. Pas parfaite, pas conventionnelle, mais complète. » Ils restèrent sur la terrasse jusqu'à tard dans la nuit, regardant les étoiles, partageant des histoires, construisant des souvenirs.
Le cœur d'argent brillait doucement sous la lune, symbole de tout ce qu'ils avaient perdu, retrouvé et reconstruit. 2 moitiés réunies, 2 vies entrelacées, une famille enfin complète, ensemble pour toujours. 2 ans. 2 ans depuis ce soir où Clara avait servi du champagne et où Laurent avait vu le pendentif qui changerait tout. 2 ans de reconstruction, de guérison, de découverte. Et aujourd'hui, dimanche matin ensoleillé de juin, Clara se tenait devant le miroir de sa nouvelle maison. Pas loin de celle de Laurent, dans le même quartier de Montreuil qu'elle avait toujours aimé. Le cœur complet brillait contre sa clavicule, comme toujours. « Tu es prête ?» appela Laurent depuis le rez-de-chaussée. 2 minutes. Clara attrapa son sac et descendit les escaliers. Laurent l'attendait dans le salon, feuilletant le dossier qu'elle avait préparé pour la réunion du conseil d'administration de la fondation le lendemain. 200 jeunes aidés en 18 mois, lut-il avec fierté. Clara, c'est incroyable. Papa, on a aidé 200 jeunes. Elle lui prit le dossier des mains. Tu es aussi impliqué que moi. Mais c'était ton idée, ton cœur. Il se leva et l'embrassa sur le front. Je ne suis que l'homme avec le carnet de chèques. Tu es bien plus que ça et tu le sais. Ils sortirent dans la rue où la voiture les attendait. Pas la Mercedes luxueuse d'avant. Laurent avait opté pour quelque chose de plus modeste. Une Peugeot hybride qu'il conduisait lui-même maintenant. Direction le Père-Lachaise, demanda-t-il en démarrant. Oui, comme tous les premiers dimanches du mois. Le rituel était devenu sacré. Chaque premier dimanche, il visitait Hélène. Clara apportait toujours des roses blanches fraîches. Laurent apportait ses histoires. Le cimetière était calme ce matin-là, baigné dans une lumière dorée qui donnait aux vieilles pierres tombales un air presque magique. Ils marchèrent en silence jusqu'à la tombe d'Hélène, où Clara déposa délicatement les roses dans le vase. « Bonjour maman », dit-elle comme toujours. « C'est nous, on t'apporte des nouvelles. » Laurent s'agenouilla à côté d'elle, touchant doucement le marbre. « Hélène, ma chérie, tu ne devineras jamais. Clara a été interviewée par Le Monde cette semaine. Un grand article sur la fondation et son parcours. Papa les a achetés tous les numéros du kiosque, ajouta Clara avec un sourire. Il a même fait encadrer l'article. Parce que je suis fière, se défendit Laurent. Ma fille dans le monde. Clara rit, puis devint plus sérieuse. Maman, je voulais te dire merci. Je sais que c'est bizarre, mais... Merci de ne pas avoir abandonné quand tu attendais Isabelle. Merci d'avoir aimé cette petite fille, même si tu ne l'as eue que 3 ans. Parce que cet amour, je le sens encore maintenant, à travers papa, à travers les histoires, à travers ce cœur. Elle toucha le pendentif qui brillait au soleil. Et je te promets que je vais continuer à vivre pleinement. Pour toi, pour Isabelle, pour Clara, pour nous toutes. Laurent enlaça ses épaules. Ils restèrent ainsi quelques minutes en silence. Puis Laurent murmura « Elle aurait été si fière de toi, de nous, de ce qu'on a reconstruit. Je sais. » Clara essuya une larme. « Je le sens, sur le chemin du retour. » Laurent prit un détour. « Il y a un endroit où je veux t'emmener. »« Où ? Tu verras. » Ils roulèrent pendant 20 minutes jusqu'à arriver devant un bâtiment que Clara reconnut immédiatement. Son cœur se serra. L'orphelinat Sainte-Marie. « Papa, qu'est-ce qu'on fait ici ?» Laurent se gara et se tourna vers elle. « La fondation a racheté le bâtiment le mois dernier. On va le rénover complètement. En faire un centre d'accueil moderne, chaleureux. Un endroit où les enfants se sentiront chez eux, pas dans une institution froide. » Clara regarda le vieil orphelinat, les larmes aux yeux. « Tu as fait ça. On a fait ça. L'argent vient de la fondation. Mais l'idée vient de nous deux. » Il prit sa main. « On ne peut pas changer ton passé, mais on peut changer le futur d'autres enfants. » Ils descendirent de la voiture, et Clara s'approcha lentement de l'entrée, la lourde porte en bois, celle devant laquelle on l'avait abandonnée 25 ans plus tôt sous la pluie. « Je me souviens de rien, » murmura-t-elle. « C'est frustrant. Je voudrais me souvenir d'avant. » De toi et maman, de la vraie Isabelle. Tu es la vraie Isabelle. Laurent se plaça derrière elle. Isabelle n'est pas morte cette nuit-là. Elle a juste évolué, grandi, survécu, et elle est devenue Clara. Et maintenant, elle est les deux. Clara se retourna vers lui. Tu crois vraiment ça ? J'en suis certain. Il toucha son visage doucement. Mon bébé qui aimait les fraises et ma fille adulte qui dirige une fondation. Ce sont 2 facettes de la même personne extraordinaire. Clara sourit à travers ses larmes. «
Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma fille. » Ils restèrent là un moment, devant les portes de Sainte-Marie, avant de remonter en voiture. « J'ai encore une surprise, » dit Laurent en conduisant. « Papa, arrête avec les surprises. Mon cœur ne peut plus. Celle-là, tu vas aimer, promis. » Ils arrivèrent devant un petit restaurant marocain dans le 18e. Laurent la guida à l'intérieur où une table était réservée, décorée avec des bougies et des pétales de rose. « Papa, c'est quoi tout ça? Un dîner spécial ?» Pour célébrer, il tira une chaise pour elle. 2 ans qu'on se reconstruit, 2 ans qu'on apprend à être une famille. Je voulais marquer le coup. Ils commandèrent un tagine, celui qu'ils avaient essayé de faire ensemble des mois plus tôt et qui avait été un désastre. Cette fois, préparé par un vrai chef, c'était délicieux. « À nous, » dit Laurent en levant son verre, « à ce qu'on a perdu, ce qu'on a retrouvé et ce qu'on construit chaque jour. À nous, » répéta Clara en trinquant, « à notre famille bizarre mais parfaite. » Pendant le repas, Laurent raconta d'autres histoires d'Hélène, comment elle chantait faux sous la douche, comment elle brûlait systématiquement les crêpes mais refusait d'abandonner, comment elle lisait à voix haute même quand elle était seule. « Tu sais, » dit Clara après un moment, « je pense que je commence à la connaître, pas par mes souvenirs, mais par les tiens, et c'est presque aussi bien. Tu es comme elle, tu sais. » Laurent sourit, têtue, déterminée, pleine de compassion, même après avoir souffert. « J'espère que je lui ressemble. Tu lui ressembles. Chaque jour un peu plus. » Après le dîner, ils marchèrent dans les rues de Montreuil, simplement pour profiter de la soirée douce. Clara toucha le cœur autour de son cou, sentant son poids familier. « Papa, oui, tu es heureux maintenant, vraiment. » Laurent s'arrêta et la regarda dans les yeux. « Tu sais, pendant 22 ans, je me suis dit que je ne serais plus jamais heureux, que le bonheur était mort avec Hélène et la disparition d'Isabelle. » Il prit ses mains. « Mais oui, Clara, je suis heureux. Pas du même bonheur qu'avant. C'est un bonheur différent, plus mature, plus conscient. Mais c'est réel. Moi aussi, je suis heureuse. » Clara sourit. « Et je n'ai plus peur. » Peur de quoi? D'être abandonnée, de ne pas être assez bien, de me réveiller un jour et découvrir que tout ça n'était qu'un rêve. Elle serra ses mains. « Je sais maintenant que tu es là pour de vrai, que notre famille est solide, qu'on va pas disparaître. » Laurent l'attira dans ses bras. « Jamais. Je ne vais nulle part. On est ensemble pour toujours. Tu te souviens? C'est gravé. » Ils rentrèrent finalement chez Clara, alors que la nuit tombait. Dans le salon, Clara regarda les photos qu'elle avait accrochées au mur, certaines d'Hélène et Laurent jeunes avec bébé Isabelle, d'autres récentes de Clara et Laurent cuisinant, riant, vivant. « On a fait du chemin, » murmura-t-elle. « Le plus beau voyage de ma vie, » répondit Laurent. Clara toucha encore une fois le cœur complet. 2 moitiés réunies, 2 vies entrelacées. Une famille reconstruite. Elle n'était plus la fille 47. Elle n'était plus seulement Clara Martin, l'orpheline qui se débrouillait seule. Elle n'était plus seulement Isabelle Dufresne, la petite fille perdue. Elle était tout ça à la fois. Et c'était parfait. « Merci, papa, » dit-elle doucement. « Pourquoi ? Pour ne jamais avoir abandonné, pour m'avoir cherché pendant 21 ans, pour m'avoir trouvé, pour m'avoir aimé même quand je ne savais pas comment t'aimer en retour. » Laurent essuya ses larmes. « Tu n'as pas à me remercier. Tu es ma fille, mon trésor retrouvé, mon miracle. » Ils s'enlacèrent une dernière fois ce soir-là, le cœur d'argent brillant entre eux sous les lumières du salon, ensemble pour toujours, enfin complet, enfin chez eux,